Bonjour, cher lecteur. Je m'appelle Madeleine, j'ai 68 ans et l'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui concerne un scandale qui a éclaté au sein de ma propre famille et qui s'est propagé dans toute la ville. Si vous vous êtes déjà demandé comment les secrets de famille peuvent parfois exploser comme une bombe, lisez cette histoire jusqu'au bout. Car certaines vérités, aussi fortes que vous essayez de les cacher, finissent toujours par émerger. C'était le matin du 15 mars 2023, une belle journée de printemps ensoleillée. J'étais à ma table de petit déjeuner, observant la rue par ma fenêtre, quand j'ai vu ma voisine courir vers ma porte. Elle tenait un journal dans ses mains et son visage était livide. Quand j'ai ouvert la porte, elle articulait difficilement ces mots. « Madeleine, regarde les journaux, au sujet de ton neveu. » Lorsque j'ai lu le titre du journal qu'elle me tendait, mon monde s'est effondré. Scandale de corruption du célèbre homme d'affaires Laurent Rousseau, des millions d'euros disparus. Laurent, mon neveu Laurent, le fils de ma sœur Céleste. Dans la famille, il avait toujours été considéré comme l'enfant le plus brillant, le plus intelligent, le plus parfait. Maintenant, il faisait la une des journaux, mais pas du tout de manière élogieuse. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a profondément déçu ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Voyons si cette histoire vous semble familière. J'ai continué à lire le journal. L'entreprise de construction dirigée par Laurent avait détourné des millions d'euros en utilisant de fausses factures dans des marchés publics. Mais le plus choquant dans tout cela était autre chose. Le dénonciateur était son propre frère, Philippe. Oui, le petit frère de Laurent, Philippe, qui occupait le poste de directeur comptable dans l'entreprise, avait divulgué tous les documents à la presse. Mon téléphone a sonné et j'ai entendu la voix de ma sœur Céleste. Elle pleurait. « Madeleine, tu as vu ? Mon fils est fini. Toute la ville en parle. C'est à la télévision, dans les journaux. Il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. »« Calme-toi, Céleste, » ai-je dit, remarquant que ma propre voix tremblait. Essayons d'abord de comprendre ce qui s'est passé. C'est peut-être un malentendu ? Un malentendu ? Cria ma sœur. Philippe a dénoncé son propre frère. Son propre frère de sang. Tous les documents sont là, il y a une décision de justice, une enquête a été ouverte. Après avoir essayé de calmer Céleste, j'ai raccroché et j'ai commencé à réfléchir. Laurent et Philippe, deux frères. Depuis leur enfance, ils avaient des personnalités différentes. Laurent avait toujours été ambitieux, agressif, prêt à tout pour gagner. Philippe, lui, était calme, honnête, rigoureux. Mais comment un frère pouvait-il exposer l'autre dans un tel scandale à travers la presse ? Les frères peuvent-ils vraiment se souhaiter du mal ? Dans l'après-midi, j'ai décidé d'appeler Philippe. Au téléphone, sa voix était fatiguée mais déterminée. « Tante Madeleine, dit-il, je sais ce que vous pensez, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Philippe, comment as-tu pu faire ça ? À ton propre frère ? Tante, prit-il une profonde inspiration. Pendant 3 ans, j'ai caché ce que Laurent faisait. 3 ans ! Savez-vous combien de nuits je n'ai pas dormi ? Combien de fois j'ai lutté avec ma conscience ? Cet argent appartient à l'État, au peuple. Laurent a gagné des millions grâce à de fausses factures, à la corruption, à l'escroquerie. Je suis comptable, j'ai tout vu, tout su. Pourquoi n'as-tu pas parlé avec lui avant ? J'ai parlé, sa voix monta. J'ai parlé des centaines de fois. J'ai dit « Frère, ce que tu fais est mal ». Savez-vous ce qu'il a répondu ? « Tu es un lâche, Philippe. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Sois intelligent, tais-toi et prends ta part. » Il m'a offert un pot de vin, à son propre frère. J'ai entendu Philippe sangloter au bout du fil. « Tante, un jour je suis rentrée chez moi et j'ai vu le projet scolaire de ma fille Julie. Elle avait fait un devoir sur l'honnêteté. Elle avait écrit « Mon papa m'a appris l'honnêteté ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allais-je être un père menteur pour ma fille ? Ou allais-je faire ce qui est juste et en assumer les conséquences ? Ces mots m'ont profondément ébranlé. Philippe avait-il raison ? Ou bien la loyauté familiale ne devait-elle pas primer sur tout ? Qu'auriez-vous fait à sa place ? Auriez-vous choisi l'honnêteté ou la loyauté familiale ? J'attends vos commentaires. Ce n'est pas une décision facile. Le lendemain, j'ai décidé d'aller chez Laurent. Sa villa était majestueuse, mais froide.
Laurent, qui m'a ouvert la porte, n'était que l'ombre de lui-même. Il avait des cernes violets sous les yeux. Ses cheveux étaient en désordre. « Ah, toi aussi tu viens me juger », dit-il d'une voix sarcastique. « Je suis venu t'écouter, Laurent. » Nous sommes passés au salon. Sur la table, des bouteilles de vin ouvertes, des documents éparpillés partout. Laurent a pris une longue gorgée et a commencé à parler. « Tu sais, tante Madeleine, tout ça c'est de la jalousie. Philippe a toujours été dans mon ombre. Quand nous étions enfants, je remportais des prix pendant qu'il traînait. J'ai créé une entreprise, je suis devenue riche. Et lui est toujours un comptable salarié. Il n'a pas supporté. »« Laurent, dis-je d'une voix calme, j'ai parlé avec Philippe. Il a vu les documents. Ce que tu as fait est-il vraiment vrai ?» Son visage s'est soudain durci. « Vrai ? C'est comme ça que fonctionne le monde des affaires. Tout le monde le fait. J'étais juste un peu plus intelligent. Ou je pensais l'être. »« Et ta conscience ?»« Ma conscience » rit-il amèrement. « La conscience ne paye pas mes factures, tante. Cette maison, ces voitures, ce yacht, tout ça, c'est le fruit de mon succès. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon propre frère m'a trahi. La famille. Quelle famille !»« Laurent, ce que tu as fait était mal, et tu le sais. »« Mal ? Sais-tu combien de familles j'ai fait travailler ? Combien d'ouvriers mangent grâce à moi ? Il y a eu quelques petites erreurs dans le système, ça peut arriver, mais je ne suis pas une mauvaise personne. » C'est à ce moment-là que j'ai vu la vérité. Laurent essayait toujours de se justifier. Il n'avait pas compris la gravité de ses actes, ou il ne voulait pas comprendre. Ce soir-là, en rentrant chez moi, les chaînes d'information télévisées avaient fait du sujet leur sujet principal. Dans le studio, des experts débattaient. Un économiste a dit « Ce n'est pas seulement une affaire de famille, cela pourrait être un tournant dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Car le dénonciateur a choisi la vérité en sacrifiant même sa propre famille. » Mais un sociologue s'y est opposé. « Les liens familiaux sont sacrés. Philippe ne pouvait-il pas régler ça en interne ? Est-ce éthique de le divulguer à la presse ?» C'était là la vraie question. Peut-on sacrifier les liens familiaux pour faire ce qui est juste ? Tard dans la nuit, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Isabelle, la fille de Céleste, la sœur de Laurent, qui appelait. « Tante, maman a été hospitalisée. Elle a fait une crise cardiaque à cause de tout ce stress. » Quand je me suis précipitée à l'hôpital, Céleste était allongée dans le lit, blanche comme un linge. Laurent et Philippe étaient à côté d'elle, mais ils ne se regardaient même pas. Quand Céleste a ouvert les yeux, elle a regardé ses deux fils et a murmuré « Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait l'un à l'autre ?» Laurent s'est penché. « Maman, ne t'en quitte pas, Tais-toi !» La voix de Céleste était faible mais tranchante. « Toi, Laurent, je t'ai élevé pour que tu deviennes un menteur ? Un voleur ? Maman, Et toi, Philippe ?» Ses yeux se sont tournés vers son fils cadet. « Pour dénoncer ton frère à ce point ? Maman, j'ai fait ce qui était juste. Juste !» toussa Céleste. « Il n'y a pas de problème qui ne puisse être résolu en famille. Une mère est allongée ici, le cœur brisé. Ses deux fils sont ennemis. Voilà le résultat de votre justice. » À ce moment-là, tout le monde dans la salle s'est tu. Parce que les mots de Céleste nous avaient tous frappés. L'infirmière est entrée et a demandé à tout le monde de quitter la chambre. Dans le couloir, Laurent et Philippe se sont retrouvés face à face. « Tu es content maintenant ?» dit Laurent d'une voix froide. « Tu as rendu maman malade. C'est à cause de toi qu'elle est là-dedans. »« C'est la conséquence de tes actes, » répliqua Philippe. « Si tu n'avais pas fait ça, nous ne serions pas là aujourd'hui. »« Moi ? C'est toi qui es allé voir la presse. C'est toi qui as déshonoré la famille. »« Non !» cria Philippe. « C'est toi qui as menti pendant des années. C'est toi qui as escroqué. C'est toi qui as essayé de me rendre complice. » Je me suis interposée. « Ça suffit. Taisez-vous tous les deux. Votre mère lutte contre la mort là-dedans. Et vous continuez à vous disputer. » Ils se sont tous les deux tus. Mais la haine dans leurs yeux était toujours présente. « Avez-vous déjà été pris entre deux personnes que vous aimez ? À qui donneriez-vous raison ? Philippe qui dit la vérité ou Laurent qui essaye de résoudre le problème en famille ? Faites-le nous savoir avec vos likes et commentaires. » Vers l'aube de cette nuit-là, alors que j'attendais dans le couloir de l'hôpital, un groupe de journalistes a essayé d'entrer. Malgré l'intervention de la sécurité, un d'eux a crié « Monsieur Rousseau, allez-vous vous excuser auprès du public ?» Laurent a voulu partir, mais Philippe l'a attrapé par le bras. « Ne fuis pas, dit-il. Affronte la situation. » « Lâche mon bras. Non,
Tu ne pourrais plus fuir. Et à ce moment-là, le scandale médiatique s'est encore amplifié, parce que les journalistes ont filmé les deux frères se disputant dans le couloir de l'hôpital. Ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient. Regardez le résultat de la corruption, la famille est détruite. Philippe est un héros, il a écouté sa conscience. Laurent devrait aller en prison, ces gens-là ruinent le pays. Mais certains écrivaient aussi. Comment Philippe peut-il trahir son propre frère? Il n'y a plus de liens familiaux? Ils auraient dû régler ça en interne. Le divulguer à la presse, c'est de la trahison. Ce matin-là, quand le médecin est sorti de la chambre de Céleste, son visage était grave. Son état est stable mais critique. Mais je vous demande, restez calme auprès de votre mère. Elle ne supportera pas un stress de plus. Alors que se passera-t-il maintenant? Céleste va-t-elle se rétablir? Quelle peine Laurent recevra-t-il au tribunal? Et surtout, les deux frères pourront-ils se réconcilier? J'attends vos réponses dans les commentaires. Restez connectés et partagez absolument cette histoire avec vos amis. Car ce n'est pas seulement une histoire de famille, c'est une leçon qui nous oblige à faire un examen de conscience. L'un des moments inoubliables de ma vie fut le jour où Laurent a comparu devant le tribunal. Le lundi 2 avril 2023 au matin. Des centaines de journalistes, caméramens et curieux s'étaient rassemblés devant le palais de justice. J'étais là aussi, car même si Laurent avait commis des erreurs, il restait mon neveu. Céleste n'avait pas pu sortir de l'hôpital, mais elle m'avait dit en pleurant au téléphone « Madeleine, s'il te plaît, vas-y, qu'il ne soit pas seul. » Mais Laurent n'était pas seul, il était accompagné d'une armée d'avocats. Avec son costume coûteux, ses cheveux soignés, sa posture confiante, il semblait n'avoir commis aucun crime. Lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, la foule était telle qu'il était même difficile de respirer. Philippe était assis au premier rang. Oui, le frère dénonciateur était le témoin principal de l'affaire. Lorsque l'audience a commencé, alors que le juge lisait les accusations, même l'expression arrogante sur le visage de Laurent a commencé à disparaître. L'accusé Laurent Rousseau est jugé pour avoir établi de fausses factures dans des marchés publics, versé des pots de vin et blanchi de l'argent entre 2020 et 2023. Montant total détourné, 8,4 millions d'euros. La salle a frémi. Le procureur s'est levé et a commencé à parler. « Honorable tribunal, devant vous se tient le cerveau d'un réseau de corruption. Laurent Rousseau a systématiquement volé l'argent de l'État. Mais la vraie raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui est le courage moral de son propre frère. Philippe Rousseau, malgré son amour pour son frère, aimait davantage son pays. Il a choisi la vérité. » Lorsque Philippe s'est levé, il tenait un épais dossier dans ses mains. Sa voix tremblait, mais était déterminée. « Monsieur le juge, j'ai réfléchi pendant des mois avant de divulguer ces documents à la presse. Je n'ai pas dormi des nuits entières, parce que j'avais mon propre frère en face de moi. Mais ensuite, j'ai compris ceci. Si je me tais, je deviens complice du crime. Si je me tais, mon frère commettra des crimes encore plus graves. Je l'aimais, oui, mais l'arrêter faisait aussi partie de mon amour. Ces mots vous ont-ils fait réfléchir? Le véritable amour consiste-t-il parfois à dire stop? J'attends vos commentaires. L'avocat de Laurent a objecté. Honorable tribunal, mon client a commis une erreur, nous l'admettons. Mais ça n'est pas une situation à exagérer à ce point. Il peut y avoir des erreurs comptables dans le système. Il ne s'agit pas d'une fraude intentionnelle. Une erreur comptable? Le procureur a ri avec colère. 8,4 millions d'euros, une erreur comptable? L'audience a duré 3 heures. Chaque moment devenait de plus en plus tendu. Le moment le plus choquant fut cette question que le procureur posa à Laurent. « Monsieur Rousseau, qu'avez-vous dit à votre frère quand il vous a mis en garde ?» Laurent n'a pas répondu. Son avocat a essayé d'intervenir, mais le juge l'a fait taire. « Répondez, monsieur Rousseau. » Laurent s'est mordu les lèvres et a finalement parlé. Je lui ai dit de la fermer. Je lui ai dit qu'il ne connaissait rien aux affaires, qu'il était en lâche. Et est-il vrai que vous lui avez offert un peu de vin? La salle s'est plongée dans le silence. Tout le monde attendait la réponse de Laurent. J'ai juste demandé s'il voulait prendre sa part. Sa part, cria le procureur. Donc vous avez essayé de rendre votre frère complice d'un crime. Et qu'avez-vous fait quand il a refusé? L'avez-vous menacé? Non, je n'ai pas menacé. Mais Philippe s'est levé. Si, dit-il, la voix brisée.
Il m'a dit « Si tu en parles quelque part, ta carrière est finie. Je te rendrai incapable de travailler. » Il a menacé son propre frère. Laurent est devenu fou. « Tu es un traître. Tu m'as vendu. Tu as vendu notre famille. » Le juge a frappé son marteau. « Silence! Monsieur Rousseau, ressaisissez-vous. » Si vous aviez vu ce moment, je suis sûre que vous auriez été choqué aussi. Parce que lorsqu'une personne est acculée, elle montre son vrai visage. Pendant la pause de l'audience, j'ai approché Laurent dans le couloir. « Laurent, dis-je, tu dois maintenant dire la vérité. Exprime des regrets. » Il m'a regardé avec colère. « Des regrets? Pour que devrais-je regretter? C'est comme ça que fonctionne le monde des affaires. Tout le monde triche. Moi, j'ai juste été attrapé. » Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu n'es pas là parce que tu es coupable. Les consciences te jugent parce que tu as essayé de rendre ton frère complice, parce que tu l'as menacé. Les consciences, rit-il. Est-ce que la conscience fait gagner de l'argent, tante? Philippe peut être un héros maintenant, mais demain il sera au chômage. Qui embaucherait un dénonciateur? C'est à ce moment-là que j'ai compris que Laurent était vraiment un cas perdu. Pas de regret, pas de remords, seulement la colère d'avoir été attrapé. Pendant la poursuite de l'audience, les témoignages détaillés de Philippe en tant que témoin étaient bouleversants. En 2020, j'ai remarqué qu'il y avait des incohérences dans les factures. Au début, j'ai pensé que c'était par erreur, mais en examinant les dossiers, j'ai vu qu'il y avait un plan systématique. Laurent montrait qu'il achetait du matériel à des entreprises qui n'existaient pas, mais ces entreprises étaient fictives. L'argent allait sur des comptes fantômes. Continue, monsieur Rousseau. Un jour, je n'ai pas pu me retenir et je lui ai demandé « Frère, qu'est-ce que c'est ?» ai-je dit. Savez-vous ce qu'il a répondu? « Toi, fais ton travail, moi je fais le mien. » Mais je suis aussi comptable, ces documents portent ma signature, je devenais complice d'un crime à mon insu. Qu'avez-vous fait? Au début, j'ai eu peur, parce que si je parlais, ma famille serait détruite. J'ai pensé à ma mère, à tout le monde dans la famille. Peut-être pourrions-nous régler ça en interne, me suis-je dit. Mais Laurent n'a pas écouté, il est allé encore plus loin. Que voulez-vous dire? Philippe a pris une profonde inspiration. Il a inscrit de faux travailleurs sur un projet. 150 travailleurs apparaissaient sur les documents, mais en réalité, il y avait 80 travailleurs. Les salaires des 70 travailleurs restants ont disparu dans les banques. C'est à ce moment-là que j'ai compris, cet homme ne s'arrêtera pas. Il n'a pas de conscience. Il peut être mon frère, mais l'argent, la richesse, l'ambition ont pris le dessus. Ses yeux ne voient rien. La salle a résonné d'applaudissements. Le juge a fait taire la foule, mais tout le monde regardait Philippe avec respect et admiration pour ce courage. Pourriez-vous être aussi courageux que Philippe? À quel point cette décision a-t-elle dû être difficile selon vous? Si c'est une décision difficile, likez pour qu'on connaisse notre nombre. Pendant la pause déjeuner, dehors, les journalistes ont encerclé Philippe. « Monsieur Rousseau, quelle sensation de dénoncer votre frère ?» Philippe s'essuya les yeux. La décision la plus difficile, mais la bonne décision. Je peux regarder mes enfants dans les yeux, c'est suffisant pour moi. Votre famille est-elle en colère contre vous? Ma mère est à l'hôpital, mon cœur est brisé, mais je sais que j'ai fait ce qui était juste. Un jour, ma mère comprendra aussi. Avez-vous un message pour Laurent? Philippe s'est tourné vers la caméra. Frère, je t'aime, mais je devais t'arrêter. J'espère qu'en prison, dans ta cellule, tu affronteras ta conscience. J'espère que tu comprendras que le vrai succès ne se gagne pas comme ça. Cette scène a été répétée à plusieurs reprises à la télévision. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Philippe Héros est devenu tendance. Mais il y avait aussi ceux qui soutenaient Laurent. La famille est sacrée, la dénonciation n'est pas éthique. Philippe a sacrifié son frère pour sauver sa propre carrière. C'est de l'hypocrisie, le vrai méchant c'est Philippe. La société était divisée en deux, et cette division s'est également reflétée dans notre famille. Le soir, lorsque j'ai rendu visite à Céleste à l'hôpital, la télévision était allumée. Les informations racontaient l'audience. Céleste pleurait silencieusement. « Madeleine, dit-elle, j'avais 2 fils. Maintenant, c'est comme si je n'en avais plus. L'un est jugé au tribunal, l'autre est exclu de la famille. Qu'ai-je fait pour mériter une telle punition ?» J'ai pris sa main. « Céleste, tu n'as rien fait. Tes fils ont fait leur propre choix. Mais je suis une mère. Mon devoir était de les garder ensemble. » « Non, Céleste, dis-je fermement. Ton devoir était de leur apprendre le bien, et ils ont tous les deux choisi leur propre chemin. Laurent a choisi la mauvaise voie, Philippe a choisi la voie difficile mais juste. Mais ma famille... Le problème, c'est que parfois, le mauvais peut sembler bien à tout le monde, mais choisir le bien,
peut parfois devenir très difficile. Si vous étiez à leur place, choisiriez-vous quand même la mauvaise voie pour votre famille? Si votre famille n'est pas fondée sur de vraies bases, elle se serait effondrée tôt ou tard, Céleste. Maintenant, elle s'est effondrée, oui. Mais peut-être peut-elle être reconstruite, mais cette fois sur l'honnêteté. Ces mots vous font-ils réfléchir? Comment une famille peut-elle être reconstruite? Partagez votre opinion dans les commentaires. Le procès a duré encore 3 semaines. Chaque jour, de nouveaux documents, de nouveaux témoins, de nouveaux scandales émergeaient. On a découvert que Laurent avait escroqué non seulement l'État, mais aussi ses propres partenaires commerciaux. Un ouvrier qui travaillait sur le chantier, le vieil homme a raconté en pleurant. « J'ai travaillé 30 ans dans l'entreprise de cet homme. Mon argent de retraite est en l'air. Toutes mes économies étaient là-dedans. Que vais-je faire maintenant ? J'ai 65 ans, je ne peux pas trouver un autre emploi. » Laurent n'a montré aucune émotion, même pendant ce témoignage. Il a juste murmuré quelque chose à son avocat. Mais le moment le plus frappant est venu le jour du verdict. Le juge, par-dessus ses lunettes épaisses, regarda Laurent. « Monsieur Rousseau, ce tribunal a écouté pendant 3 semaines ce que vous avez fait. Et voici ce que nous avons vu. Vous n'avez pas seulement violé les lois, vous avez piétiné la confiance des gens, la dignité de votre famille, la conscience de votre frère. Vous ne montrez aucun signe de regret. Vous n'avez aucun remords. Vous êtes seulement contrarié d'avoir été attrapé. Monsieur le juge, Taisez-vous. Je lis le verdict. 12 ans d'emprisonnement. Vos biens seront saisis. Vous êtes tenu de payer des dommages et intérêts et pendant 10 ans, vous ne pourrez être dirigeant dans aucune entreprise. » La salle a frémi. Laurent semblait sous le choc. Ses avocats ont fait objection, mais le juge avait rendu sa décision définitive. 12 ans! Pensez-vous que c'est juste? J'attends vos commentaires. Laurent a reçu une peine de 12 ans de prison au tribunal. Philippe est sorti du tribunal sous les flashs des journalistes. Mais cette fois, les questions étaient différentes. « Monsieur Rousseau, votre frère a écopé de 12 ans de prison. Que ressentez-vous maintenant ?» Philippe s'est arrêté. Sur son visage, ce n'était pas la victoire, mais la fatigue. « Je ne suis pas heureux, » dit-il doucement. « Mon frère va en prison. Ma mère est hospitalisée. Ma famille est détruite. Mais ma conscience est tranquille. C'est ça qui compte pour moi. Votre famille est-elle en colère contre vous? Ma mère est à l'hôpital. Mon cœur est brisé en 1000 morceaux. Mais je sais que j'ai fait ce qui était juste. Un jour, ma mère comprendra aussi. Avez-vous un message pour Laurent? » Philippe s'est tourné vers la caméra. « Frère, je t'aime, mais je devais t'arrêter. J'espère qu'en prison, dans ta cellule, tu affronteras ta conscience. J'espère que tu comprendras que le vrai succès ne se gagne pas de cette manière. » Mais cette nuit-là, quand Philippe est rentré chez lui, une surprise l'attendait à sa porte. Le mur était recouvert de peinture en spray. « Traître! Judas! Celui qui a vendu son frère !» Sa femme Marie pleurait à l'intérieur. Leurs enfants Julie et Thomas avaient peur. « Philippe, » dit Marie en tremblant, « aujourd'hui, au supermarché, les voisins m'ont regardé de travers. Quelqu'un a dit, on ne dit même pas bonjour à un homme qui vend son propre frère. Julie se fait harceler à l'école. Les enfants disent, ton père est un dénonciateur !» Philippe s'est effondré. Il avait choisi la vérité, mais le prix était lourd. Il ne s'attendait pas à une telle situation. D'un côté, quand il a réalisé dans quelle situation il se trouvait, il était triste. Voilà le véritable coût de faire ce qui est juste. Seriez-vous prêt à payer ce prix? Partagez vos pensées en commentaire. 1 mois après, l'incarcération de Laurent, la première lettre est arrivée. Elle était adressée à Céleste. Ma sœur, qui venait tout juste de sortir de l'hôpital, tremblait en ouvrant l'enveloppe. « Maman chérie, mes jours ici sont très difficiles. Ma cellule est étroite, froide. Mais ce qui me tue vraiment, c'est de savoir que tu es tombée malade. Maman,
Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai juste fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs, n'est-ce pas? Je suis toujours très en colère contre Philippe. Je ne peux pas lui pardonner. Mais tu me manques. S'il te plaît, viens me rendre visite. Ton fils qui t'aime, Laurent. Céleste m'a tendu la lettre en pleurant. Madeleine, que dois-je faire? Dois-je y aller? Céleste, dis-je, c'est toujours ton fils, mais toi seul peux décider. 3 jours plus tard, une lettre est également arrivée pour Philippe, mais cette lettre était très différente. Mon frère, si je peux encore t'appeler ainsi, tu m'as détruit. 12 ans. Tu as volé 12 ans de ma vie. J'espère que tu es heureux maintenant. Tu as été proclamé héros dans les médias, n'est-ce pas? Mais je connais la vérité. Tu es un lâche, jaloux. Tu m'as toujours envié. Je réfléchis ici, et un jour, je sortirai. Ce jour-là, nous réglerons nos comptes. Laurent. Après avoir lu cette lettre, Philippe est resté assis pendant des heures dans son bureau. Marie m'a raconté. Ce soir-là, quand il est rentré à la maison, ses yeux étaient rouges. Il répétait sans cesse « J'ai fait ce qui était juste ». On aurait dit qu'il se le disait à lui-même. Peut-être n'avait-il jamais pensé qu'il en arriverait à ces situations, ce qu'il vivrait. Parce que la vie de Philippe s'était également effondrée. Il avait été licencié de son travail. Ses candidatures pour de nouveaux emplois étaient rejetées. Lors d'un entretien, l'employeur avait été clair. « Monsieur Rousseau, vos compétences sont excellentes, mais vous représentez un risque pour notre entreprise. Demain, nous dénoncerez-vous aussi ?» Voilà l'injustice. Tu fais ce qui est bien, mais la société te punit. Que pensez-vous de cette situation? Écrivez votre pensée. Un jour, je suis allée chez Philippe. Il était assis dans le salon, entouré de formulaires de candidature. « Tante, dit-il d'une voix fatiguée, j'ai fait ce qui était juste, n'est-ce pas? » Oui, Philippe, tu l'as fait. Alors pourquoi ai-je tout perdu? Ma mère ne peut pas me voir, je ne trouve pas de travail, les voisins sont devenus des ennemis. Même la famille de ma femme dit « divulguer des affaires familiales à la presse, c'est honteux. » Parce que Philippe, dis-je, les gens n'aiment pas la vérité. La vérité fait mal. Le mensonge est plus confortable, plus sûr. Tu as choisi la vérité et maintenant tu en paies le prix. Alors ai-je eu tort? Non, j'ai parlé fermement. Philippe, écoute-moi maintenant. Dans 30 ans, tes petits-enfants te demanderont « Grand-père, qu'as-tu fait dans la vie? Que leur diras-tu? J'ai caché les corruptions de mon frère parce que la famille était importante? Ou j'ai choisi ce qui était difficile mais juste ?» Les yeux de Philippe se sont remplis de larmes. « Mais tante, je suis tellement fatiguée. Chaque jour la lutte, chaque jour le questionnement. Je sais, mais le bon chemin n'est pas toujours le chemin facile. Parfois c'est le chemin le plus difficile. Mais à la fin, tu peux te regarder dans le miroir. » Cette nuit-là, j'ai longuement parlé avec Philippe, et je lui ai dit quelque chose. « Philippe, peut-être que ça semble difficile maintenant, mais tu as écrit l'histoire. Pour la première fois dans le pays, quelqu'un a dit stop à la corruption en sacrifiant même sa propre famille. Tu es devenu un exemple. Peut-être qu'ils ne comprennent pas maintenant, mais demain, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, les gens te remercieront pour ton courage. » Et c'est à ce moment-là que j'ai vu une petite lueur d'espoir dans les yeux de Philippe. Des mois ont passé. Laurent était en prison, Philippe au chômage et seul, et Céleste vivait avec la douleur d'être prise entre les deux. À l'automne, un développement inattendu s'est produit. Une organisation de la société civile a contacté Philippe. « Monsieur Rousseau, nous sommes l'association Transparence et Justice. Ce que vous avez fait est devenu le symbole de la lutte contre la corruption dans notre pays. Nous aimerions travailler avec vous. Accepteriez-vous d'être consultant dans notre programme de protection des lanceurs d'alerte ?» Philippe était stupéfait. « J'ai juste fait ce qui était juste. C'est exactement pour ça que nous avons besoin de vous. Vous savez à quel point il est difficile de faire ce qui est juste. Vous pouvez guider les autres. » Ce jour-là, une nouvelle page s'est ouverte dans la vie de Philippe. Il n'était plus seulement le dénonciateur, il était devenu le symbole du courage. Il a commencé à être invité dans des émissions de télévision, il donnait des conférences dans les universités. Un jour, un étudiant a demandé « Monsieur Rousseau, avez-vous des regrets ?» Philippe a pris une profonde inspiration. « Chaque jour, je lutte. Mon frère me manque, mon ancienne vie me manque, mais ai-je des regrets? Non.
parce que ce que j'ai fait était juste. Et on ne regrette pas ce qui est juste. La salle s'est levée pour applaudir. Cette réponse vous a-t-elle touché? Votre respect pour Philippe a-t-il augmenté? Faites-le nous savoir dans vos commentaires. Mais en prison, Laurent traversa un processus très différent. Les premiers mois, il était en colère. Il criait dans sa cellule, se disputait avec les gardiens. Il travaillait avec ses avocats sur des appels. Il disait « J'ai été condamné injustement ». Mais au 6e mois, quelque chose a changé. Lorsque Céleste est venue pour sa première visite, Laurent était très différent. Il avait maigri, ses cheveux avaient grisonné, ses yeux n'avaient plus cet ancien orgueil. « Maman, dit-il derrière la vitre, tu m'as manqué. » Céleste a pleuré. « Moi aussi, mon fils, moi aussi. »« Maman, j'ai... » Laurent a hésité. « J'ai beaucoup réfléchi ici, chaque jour, chaque nuit, et j'ai compris que j'avais vraiment commis une erreur. » Céleste était sous le choc. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai fait une erreur, maman. Philippe avait raison. J'étais seulement contrariée d'avoir été attrapée. Mais maintenant, je comprends. Ce que j'ai fait était vraiment mal. » Laurent. Ici, dans ma cellule, j'ai lu un livre, Crime et châtiment, Dostoïevski. Comme le protagoniste, Raskolnikov, je pensais être intelligent. Je suis différent, les règles ne s'appliquent pas à moi, disais-je. Mais maintenant, je vois, je ne faisais que me mentir à moi-même. C'est à ce moment-là que Céleste a vu un vrai changement chez son fils. « Mon fils, dit-elle, les larmes aux yeux. Enfin tu comprends. Mais c'est trop tard, maman. Je suis ici pour 12 ans. J'ai perdu Philippe. Je t'ai perdu. J'ai tout perdu. Non, Laurent. Céleste a touché la vitre. Tu n'as pas encore tout perdu. Parce que tu as retrouvé ta conscience. Et ça, c'est plus précieux que tout. » Après cette visite, Laurent a commencé à changer lentement. Cette réponse vous a-t-elle touché? Votre respect pour Philippe a-t-il augmenté? Faites-le nous savoir dans vos commentaires. Mais en prison, Laurent traversait un processus très différent. Les premiers mois, il était en colère. Il criait dans sa cellule, se disputait avec les gardiens. Il travaillait avec ses avocats sur des appels. Il disait « J'ai été condamné injustement ». Mais au 6e mois, quelque chose a changé. Lorsque Céleste est venue pour sa première visite, Laurent était très différent. Il avait maigri. Ses cheveux avaient grisonné. Ses yeux n'avaient plus cet ancien orgueil. « Maman, dit-il derrière la vitre, tu m'as manqué. » Céleste a pleuré. « Moi aussi, mon fils. Moi aussi. »« Maman, j'ai... » Laurent a hésité. « J'ai beaucoup réfléchi ici, chaque jour, chaque nuit, et j'ai compris que j'avais vraiment commis une erreur. » Céleste était sous le choc. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai fait une erreur, maman. Philippe avait raison. J'étais seulement contrariée d'avoir été attrapée. Mais maintenant, je comprends, ce que j'ai fait était vraiment mal. » Laurent. « Ici, dans ma cellule, j'ai lu un livre, Crime et châtiment, Dostoïevski. Comme le protagoniste Raskolnikov, je pensais être intelligent. Je suis différent, les règles ne s'appliquent pas à moi, disais-je, mais maintenant je vois, je ne faisais que me mentir à moi-même. C'est à ce moment-là que Céleste a vu un vrai changement chez son fils. « Mon fils, dit-elle, les larmes aux yeux, enfin tu comprends. Mais c'est trop tard, maman, je suis ici pour 12 ans. J'ai perdu Philippe, je t'ai perdu, j'ai tout perdu. » Non, Laurent, Céleste a touché la vitre. Tu n'as pas encore tout perdu, parce que tu as retrouvé ta conscience, et ça, c'est plus précieux que tout. Après cette visite, Laurent a commencé à changer lentement. Il s'est bien comporté en prison. Il a commencé à enseigner la lecture et l'écriture aux autres détenus. Il voyait régulièrement le psychologue. Il faisait un examen de conscience. Et un jour, il a écrit une lettre, cette fois à Philippe. Mais c'était une lettre très différente. « Mon frère, la première lettre que je t'ai écrite était pleine de colère. Je t'ai dit des choses impardonnables. Je suis impardonnable. Mais maintenant, 8 mois plus tard, j'écris en tant qu'homme différent. Tu avais raison. Tu avais raison depuis le début. J'étais sur la mauvaise voie et tu as essayé de m'arrêter, mais je n'ai pas écouté. Je t'ai même menacé. Maintenant, je comprends que tu ne m'as pas détruit en me dénonçant à la presse. Tu m'as sauvé, parce que si j'avais continué, j'aurais peut-être fait des choses bien pires. J'aurais peut-être même tué quelqu'un, qui sait. Tu as été ma conscience, Philippe, la voix à l'intérieur de moi. Mais j'ai fait taire cette voix. Maintenant, ici, dans cette cellule étroite, je te remercie pour m'avoir arrêté,
pour m'avoir montré le bon chemin. Je sais qu'il est difficile de pardonner. Peut-être ne me pardonneras-tu jamais, mais je veux que tu saches, je t'aime mon frère, et je te suis reconnaissant. Un jour, quand je sortirai, je veux te parler face à face, je veux te présenter de vraies excuses. Ton frère, Laurent. Quand Philippe a reçu cette lettre, il l'a lue longuement, puis il l'a montrée à Marie. « Que dois-je faire » demanda-t-il. Marie réfléchit. Écoute ton cœur. Tu l'as toujours aimé. C'est pour ça que tu l'as arrêté. Philippe a beaucoup réfléchi cette nuit-là. Devait-il pardonner à son frère? Que pensez-vous qu'il devrait faire? Ce n'est pas une décision facile, n'est-ce pas? En novembre, Philippe a pris une décision. Il est allé à la prison. Il a dit qu'il allait rendre visite à Laurent. Quand ils se sont retrouvés face à face, tous les deux ont pleuré. Laurent, de derrière la vitre, regarda son frère. « Philippe, je suis désolée, vraiment désolée. » Philippe avala sa salive. « Je sais. Peux-tu me pardonner ?»« Pas encore, Laurent, » dit Philippe honnêtement. « Parce que la blessure est trop profonde. Mais je vois que tu changes. Et c'est un début. »« C'est suffisant, » dit Laurent, « pour l'instant c'est suffisant. Parce qu'au moins tu es ici, au moins tu me regardes en face. C'est déjà beaucoup. » Les deux frères ont parlé pendant 1 heure. Ils se sont souvenus de leurs souvenirs d'enfance. Ils ont ri, pleuré, fait leur compte. Quand la visite s'est terminée, Philippe s'est retourné en partant. « Laurent, je vais te dire quelque chose. Tu seras ici pendant 12 ans. Mais si tu changes vraiment, quand tu sortiras, je t'attendrai, parce que tu es toujours mon frère. » À ce moment-là, je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Laurent, parce qu'à ce moment-là, un véritable espoir était né. Alors, Laurent va-t-il vraiment changer? Ou est-ce juste un jeu pour sortir plus tôt? Et que va-t-il advenir de la carrière de Philippe? Au chapitre 4, vous découvrirez les réponses à toutes ces questions et comment cette histoire se termine. Restez connectés, partagez et commentez absolument, parce que cette histoire nous tend un miroir à tous. On ne remarque parfois pas à quelle vitesse le temps passe. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'incarcération de Laurent. C'était le printemps 2026 et beaucoup de choses avaient changé. Philippe était maintenant le coordinateur général de l'association Transparence et Justice. Il était reconnu dans tout le pays, considéré comme le symbole du courage moral. Mais le succès ne l'avait pas changé. Il était toujours humble, toujours honnête, toujours guidé par la voix de sa conscience. Un jour, alors qu'il travaillait dans son bureau, son téléphone a sonné. C'était un journaliste. « Monsieur Rousseau, êtes-vous au courant ? Votre frère Laurent a obtenu une réduction de peine pour bonne conduite. Il sera libéré dans 6 ans. » C'est-à-dire dans 3 ans. Philippe s'est figé. 3 ans ? Dans seulement 3 ans, Laurent serait libre. Ce soir-là, quand il en a parlé à Marie, sa femme s'est inquiétée. « Philippe, es-tu prêt ? Que va-t-il se passer quand il sortira ? » « Je ne sais pas, » dit Philippe honnêtement, « mais j'espère qu'il aura vraiment changé. » Et vous, si vous étiez à sa place, auriez-vous peur ? Après tout ce que votre frère vous a fait, voudriez-vous qu'il revienne ? Mais Laurent changeait vraiment. En prison, il avait obtenu un diplôme de psychologie. Il faisait de la thérapie avec les autres détenus, leur préparait des programmes de réinsertion. Même le directeur avait dit « Laurent est l'un des hommes les plus transformés qui soient venus ici. » Un jour, quand Céleste est venue lui rendre visite, Laurent lui a annoncé une nouvelle. « Maman, j'ai pris une décision. Quand je sortirai, je créerai une association à but non lucratif. » Une association ? Oui, son nom, Fondation Seconde Chance. Je donnerai une formation et un soutien aux anciens détenus pour qu'ils puissent retourner au travail. Parce que je sais que la plupart des gens qui sortent d'ici ne parviennent pas à s'adapter à la société. Je veux montrer que le changement est possible. Céleste a pleuré. « Mon fils, j'ai enfin retrouvé le vrai Laurent. » « Non, maman, j'ai tué l'ancien Laurent. Maintenant, il y a un nouveau Laurent. Et ce Laurent est reconnaissant envers son frère. » En septembre 2028, le grand jour est arrivé. Laurent allait être libéré. Devant la porte de la prison, Philippe, Céleste, Marie et les enfants attendaient. Les journalistes étaient là aussi, bien sûr. Quand la porte s'est ouverte, Laurent est sorti. Il avait l'air très différent. Ses cheveux étaient complètement gris.
Il y avait une lumière différente dans ses yeux. Paix, remords ou espoir? Peut-être tout cela. Au premier pas, il a vu Philippe. Il a hésité. Puis il a marché lentement. Les deux frères se sont retrouvés face à face. « Philippe, dit Laurent d'une voix tremblante, je suis venu pour m'excuser. » Philippe ne pouvait pas retenir ses larmes. « Je sais, grand frère, je sais. » Et à ce moment-là, les deux frères se sont embrassés. Après 6 ans, pour la première fois. Céleste sanglotait. Les journalistes immortalisaient ce moment. Ceux qui ont vu cette scène ont pleuré. Parce que ce n'était pas seulement la réconciliation de deux frères, c'était l'histoire du pardon, du changement et de l'espoir. Mais un chemin facile n'attendait pas Laurent après sa libération. La société n'était pas indulgente. Certaines choses avaient changé pour lui. La première semaine, quand il a postulé à la mairie pour créer son association, il a essuyé un refus à la porte. « Monsieur Rousseau, nous sommes désolés, mais il n'est pas possible pour quelqu'un avec un casier judiciaire de créer une association. »« Mais j'ai changé, j'ai purgé ma peine. »« Ce sont les lois, nous ne pouvons rien y faire. » Laurent s'est tourné désespérément vers Philippe. « Que vais-je faire ? Aucune porte ne s'ouvre. » Philippe réfléchit. « Nous surmonterons les obstacles juridiques ensemble, mais d'abord, tu dois montrer à la société que tu as changé. » Ce jour-là, le véritable test de Laurent a commencé. Il a commencé à travailler comme bénévole dans l'association de Philippe. Il soutenait les lanceurs d'alerte, participait au programme de lutte contre la corruption. N'était-ce pas ironique ? L'homme qui commettait autrefois de la corruption combattait maintenant la corruption. Mais la réaction de la société était dure. Le lynchage sur les réseaux sociaux a commencé. Est-ce que cet homme change en prison ? Tout ça, c'est du théâtre. Comment Philippe peut-il accepter quelqu'un comme ça ? Sont-ils tous les deux des imposteurs ? L'ancien corrompu est maintenant devenu propre, ne nous faites pas rire. Un jour, Laurent est allé faire une conférence dans une université. Son sujet ? Le changement est possible, les confessions d'un détenu. Quand il est monté sur scène, certains étudiants dans la salle ont hué. « Dégage d'ici, nous ne voulons pas t'écouter. Voleur, menteur !» Laurent s'est arrêté. Il s'est penché vers le micro et a parlé d'une voix calme. « Vous avez raison, dit-il. Je suis un voleur, un menteur, un escroc. J'ai fait tout ça. Et je ne peux rien reprendre de tout ça. » La salle s'est tue. « Mais je vais vous dire quelque chose, continua Laurent. J'ai passé 6 ans en prison. 6 ans, chaque jour, chaque nuit, j'ai affronté mes actes. J'ai vu que j'avais détruit la vie des gens. Je me suis souvenu d'avoir menacé mon propre frère. J'ai compris que j'avais mis ma mère à l'hôpital. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Et je sais que certains d'entre vous ne me pardonneront jamais. Et vous avez raison. Mais je ne suis pas là pour vous demander pardon. Je suis là pour vous montrer quelque chose. Un être humain peut changer, vraiment changer. » Un étudiant s'est levé. « Comment saurons-nous que ce n'est pas du faux ? » « Vous ne le saurez pas, dit Laurent honnêtement. Vous ne le saurez pas aujourd'hui, peut-être pas demain non plus. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, regardez ce que j'ai fait. Si je fais encore de la corruption, alors vous avez raison, je suis un imposteur. Mais si j'ai vraiment changé, alors peut-être, juste peut-être, vous me donnerez une chance. » Après cette conférence, les gens ont lentement commencé à donner une chance à Laurent. Une organisation de la société civile lui a proposé un poste de consultant. « Monsieur Rousseau, nous donnons des formations en éthique aux entreprises. Votre histoire pourrait être une véritable étude de cas. Ça vous intéresse ?» Laurent a accepté. Maintenant, il allait dans les entreprises et racontait sa propre histoire. « Je suis Laurent Rousseau. J'ai détourné 8,4 millions d'euros. Et laissez-moi vous dire que cet argent ne m'a apporté aucun bonheur. Les villas, les voitures, les yachts, tout ça était vide, parce que ma conscience n'était pas tranquille. » Les dirigeants étaient choqués, mais ils écoutaient. « Je vais vous apprendre quelque chose, disait Laurent. La corruption ne nuit pas seulement à l'État, elle vous nuit aussi. Parce qu'aucun succès fondé sur le mensonge n'est durable. Tôt ou tard, ce mensonge vous détruira. » Ces conférences ont commencé à devenir virales. Laurent n'était plus seulement l'ancien voleur, il devenait l'ambassadeur du changement. Mais le plus grand test est venu un jour de manière inattendue.
Laurent était à une conférence avec Philippe quand son ancien associé Maurice s'est approché d'eux. Maurice avait joué un rôle dans les corruptions de Laurent mais n'avait pas été attrapé. « Laurent, dit Maurice en souriant, ça fait longtemps. Tu es libre maintenant. On monte une nouvelle affaire, comme avant, mais cette fois on fera plus attention. » Laurent s'est figé, Philippe aussi. Maurice a continué. « Écoute, je suis toujours dans le système, j'ai des connexions. Et toi, tu sors de prison, tu peux recommencer. Tous les deux ensemble, on peut gagner des millions. Mais cette fois, on sera intelligent. » Laurent a regardé Maurice, puis s'est tourné vers Philippe, puis à nouveau vers Maurice. « Maurice, dit Laurent d'une voix froide, autrefois je pensais comme toi, mais je suis maintenant quelqu'un de différent, et je vais te dire ceci. La réponse est non. Absolument non. » Maurice était surpris. « Quoi? Tu plaisantes? On parle d'1 million. » « Je m'en fiche, dit Laurent. J'ai perdu 6 ans de ma vie. J'allais perdre mon propre frère. J'allais perdre ma mère. Pour de l'argent? Jamais. Plus jamais. » Maurice s'est fâché. « Tu es stupide, Laurent. On t'a lavé le cerveau en prison. »« Peut-être, dit Laurent en souriant. Mais au moins maintenant, ma conscience est tranquille. » Quand Maurice est parti, Philippe s'est tourné vers son frère. « Grand frère, dit-il avec fierté, c'est maintenant que je sais que tu as vraiment changé. » Laurent a posé sa main sur l'épaule de son frère. « C'est toi qui m'as appris, Philippe. C'est toi qui m'as arrêté. Et maintenant, je peux m'arrêter moi-même aussi. » À ce moment-là, la véritable paix s'était établie entre les deux frères, parce que maintenant, ce n'était plus seulement un lien de sang, mais un lien de valeurs qui les unissait. Les gens ont peut-être du mal à y croire, mais ces situations, tout le monde allait les comprendre en les voyant. Des mois ont passé. La Fondation Seconde Chance de Laurent a finalement été créée. Elle offrait une formation professionnelle, un soutien psychologique et des programmes de réinsertion sociale aux anciens détenus. Parmi les premiers diplômés, il y avait Thomas, un homme de 45 ans qui avait purgé 8 ans pour vol. Laurent lui avait accordé une attention particulière. « Thomas, avait dit Laurent, tu es comme moi. Tu as fait une erreur, mais ce n'est pas ta fin. Ça peut être un nouveau départ. » Thomas avait pleuré. « Frère, personne ne me donne du travail. Ils disent « tu as un casier ». « Je sais, avait dit Laurent. J'ai vécu la même chose, mais n'abandonne pas. Nous allons prouver que nous avons changé. » Et ils l'ont prouvé. Thomas a commencé à travailler dans la fondation de Laurent. Puis il a créé sa propre entreprise. Aujourd'hui, il a un petit garage de réparation automobile et gagne honnêtement sa vie. Il y a des dizaines d'histoires comme celle-ci. Laurent ne s'est pas seulement sauvé lui-même, il a sauvé les autres. Un jour, ils ont été invités à un débat télévisé en direct. Laurent et Philippe, tous les deux ensemble. Le présentateur a demandé « Monsieur Rousseau, Philippe, vous avez dénoncé votre frère à la presse. Avez-vous des regrets ?» Philippe a hésité. « Je n'ai pas de regrets parce que, si je m'étais tu, mon frère ferait encore de la corruption. Il aurait peut-être commis des crimes bien plus graves. Je l'ai arrêté parce que je l'aime. » Et vous, Monsieur Rousseau, Laurent, votre frère vous a fait condamner à 12 ans. Êtes-vous en colère contre lui ? Laurent a souri. Je ne suis pas en colère. Je suis reconnaissant, parce que Philippe était ma conscience. Je l'ai fait taire, mais il m'a sauvé. S'il n'avait pas été là, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas ici, mais dans un endroit bien pire. Le présentateur était surpris. Donc, vous remerciez votre frère ? Oui, dit Laurent avec détermination. Je le remercie chaque jour, parce qu'il m'a donné une seconde chance. La chance de changer ma vie. Cette émission a explosé sur les réseaux sociaux. Des millions de vues, des milliers de commentaires, parce que les gens avaient vu une véritable histoire de changement. Au printemps 2030, un grand événement a été organisé. C'était la soirée des prix de la conscience et du courage. Philippe recevait le prix du lanceur d'alerte de l'année, Laurent était invité en tant qu'invité spécial. Quand ils sont montés sur scène, les 500 personnes dans la salle se sont levées pour applaudir. Philippe a parlé. En recevant ce prix, je veux vous dire quelque chose. Faire ce qui est juste n'est pas facile. Il y a 6 ans, j'ai pris la décision la plus difficile. J'ai dénoncé mon propre frère. Ma famille a été détruite. J'ai perdu mon travail. J'ai été lynché. Il s'est arrêté. Mais aujourd'hui, ici, je suis avec vous. Et à mes côtés, j'ai mon frère. Changé, transformé. Un nouveau frère. C'est ça, pour moi, le plus grand prix. Puis, Laurent a parlé. Il y a 6 ans, j'ai détruit l'homme qui a gagné ce prix. Je l'ai menacé, j'ai rendu sa vie insupportable. Parce que j'étais un monstre.
L'argent, le pouvoir, l'ego, tout m'avait englouti. Sa voix a tremblé. Mais mon frère m'a sauvé. Il m'a arrêté. Et aujourd'hui, ici, devant vous, je dis « Philippe, tu es mon héros. Tu es ma conscience. Et je te serai éternellement reconnaissant. » Les deux frères se sont embrassés. La salle les a applaudis debout. Céleste, au premier rang, pleurait de bonheur. Parce que ce n'était pas seulement une histoire de famille, c'était l'histoire du pardon, du changement et du véritable amour. Aujourd'hui, en 2031, la Fondation Seconde Chance de Laurent est l'une des organisations de la société civile les plus respectées du pays. Elle a donné une nouvelle vie à plus de 500 anciens détenus. L'association Transparence et Justice de Philippe, quant à elle, a élucidé des dizaines de cas de corruption. Elle protège les lanceurs d'alerte, offre des opportunités de changement à la société. Et les deux frères se retrouvent chaque vendredi soir chez leur mère, Céleste. Ils mangent, discutent, rient. Un vendredi soir, à table, Céleste a dit « Mes enfants, je vais vous dire quelque chose. Il y a 8 ans, quand j'ai fait ma crise cardiaque, je pensais « C'est fini, ma famille est détruite. » Mais aujourd'hui, en vous voyant, je comprends que cette crise était le plus grand cadeau pour nous. « Comment ça, maman ?» demanda Philippe. « Parce que, dit Céleste, les yeux embués, sans cette crise, Laurent n'aurait peut-être jamais changé. Philippe, tu aurais peut-être toujours ressenti de la culpabilité. Maintenant, vous êtes tous les deux en paix. Et le plus important, vous êtes ensemble. » Laurent a pris la main de sa mère. « Tu as raison, maman. Parfois, les plus grandes leçons viennent des expériences les plus douloureuses. » Philippe a ajouté « Et parfois, aimer quelqu'un signifie lui dire « stop ». Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire, chers lecteurs. Parce que dans la vie, nous devons parfois prendre les décisions les plus difficiles. Allons-nous entrer en conflit avec notre famille ou allons-nous faire ce qui est juste ? Allons-nous choisir le chemin facile ou le chemin de la conscience ? Philippe a choisi ce qui était juste et il a payé le prix, mais à la fin, il a sauvé son frère. Laurent a choisi la mauvaise voie et il a payé le prix, mais à la fin, il a changé. Et vous, quel chemin choisirez-vous ? N'oubliez pas, ce qui est juste n'est pas toujours ce qui est facile, mais ce qui est juste est toujours ce qui a de la valeur. Et pardonner demande parfois le plus grand courage. Et changer n'est jamais trop tard. Mot de la fin. Cette histoire est terminée, mais votre histoire continue. Peut-être êtes-vous un Philippe, luttant pour dire la vérité. Peut-être êtes-vous un Laurent, apprenant de vos erreurs. Ou peut-être êtes-vous une Céleste, essayant de garder votre famille unie. Qui que vous soyez, n'oubliez pas, la conscience est votre plus grand guide. Écoutez-la. Et maintenant je vous demande, si cette histoire vous a touché, partagez-la absolument. Écrivez vos commentaires, débattez. Parce que cette histoire n'est pas seulement l'histoire de Madeleine, c'est l'histoire de nous tous. Likez, commentez, partagez avec vos amis. Parce que peut-être que votre partage pourra arrêter le Laurent de quelqu'un d'autre, ou donner du courage au Philippe de quelqu'un d'autre. Au plaisir de vous retrouver dans ma prochaine histoire. Restez avec amour, vivez avec honnêteté. Madeleine, 68 ans, partageant avec vous les leçons les plus profondes de la vie.